Thank you for joining us for our most recent. Merci de vous être joint à nous pour notre plus récent Parlons des Popotins. Je suis Karine Legault des services de soutien cancer colorectal Canada. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion de discuter avec le Dr Holly. Elle partagera avec nous des informations supplémentaires concernant ses recherches actuelles sur le cannabis médical. Elle a terminé sa formation en médecine interne en Nouvelle-Zélande en 1986 après avoir été à l'école de médecine et suivi d'un stage en Angleterre. Elle a déménagé à Vancouver pour travailler dans la recherche sur le VIH, puis a obtenu la certification canadienne en médecine interne à Vancouver, y compris une bourse de recherche de 2 ans en médecine palliative. En 1997, elle a mis sur pied le programme de gestion de la douleur et des symptômes, soins palliatifs, pour le BC Cancer Agency, en demeure la directrice médicale. Le Dr Hurley a des intérêts de recherche dans de nombreux domaines de soins de soutien palliatifs, y compris l'évaluation et la gestion de la constipation induite par les opioïdes, la gestion de la douleur cancéreuse sévère, la méthadone pour l'analgésie, la gestion de la mucosite radio-induite et l'intégration des soins palliatifs en oncologie. Elle participe également à une étude en cours sur l'utilisation du cannabis médical pour la gestion de symptômes. Merci de nous avoir rejoints. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre spécialisation en gestion de la douleur, soins palliatifs, et quand un patient va vous rencontrer et où est-ce que ça va arriver? Oui, puis merci pour l'invitation de présenter ici. Alors, la gestion de la douleur et des symptômes, c'est pas une spécialité comme telle. La spécialité s'appelle la médecine palliative et la concentration de ça, c'est sur la qualité de vie. Alors, ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est que les gens qui pratiquent la médecine palliative se concentrent plus sur les symptômes, la qualité de vie et la communication et la coordination des soins, plus que le diagnostic. Alors, c'est une sous-spécialité. Tous les gens qui font de la médecine palliative ont une spécialité primaire. Ça a en fait été commencé par un chirurgien au Canada, à Montréal, où vous êtes, qui était un urologue. Et il y a eu d'autres spécialistes aussi, mais c'est éventuellement, c'est devenu à inclure plus de médecins de famille. Et maintenant, il y a un programme spécialisé où on fait 2 ans d'entraînement, un examen, comme toutes les autres spécialités médicales. Alors, en fait, il y a un mélange de gens qui font de la médecine la palliative. Moi, mon background, c'est en médecine interne, comme vous avez dit. Où les gens vont nous rencontrer, c'est différent de d'autres médecines. Vu que je travaille dans un centre de cancérologie, j'ai un champ très large de soins. Alors, je ne fais pas juste inclure la soin de fin de vie. Il y a des gens qui font juste ça. Moi, je fais à partir du diagnostic jusque la réhabilitation ou le survivorship ou la fin de vie. Et ça, c'est une réalité pour tous mes patients. On doit s'attendre au pire, mais on planifie pour tout le reste. Alors, c'est ce que je fais avec mes patients dans le centre de cancérologie. On voit de plus en plus de gens qui sont intégrés en soins palliatifs au début. Je ne sais pas si c'est une question de rendre les gens plus confortables, mais aussi comprendre les services qui sont disponibles. Oui, alors traditionnellement, les gens associent les soins palliatifs avec les hospices et au début, quand le terme a été utilisé pour la première fois à Montréal, le mot hospice, euh, chez les francophones à Montréal, c'était associé à la léprosie puis les mères non mariées. Alors, ça a été transformé au lieu de soins d'hospice à soins palliatifs. Mais avec le temps qui avance, on doit avoir une inclusion beaucoup plus large. C'est pour ça que les soins palliatifs modernes ne veulent pas dire que vous arrivez en fin de vie. Vous pouvez avoir des bienfaits au début et vous pouvez aller mieux et ça peut rentrer, sortir du soin à travers le processus de la maladie. Et on fait juste remplir les besoins du patient quand ils en ont besoin. Absolument, je pense que c'est crucial de toute l'infrastructure de soins. Oui, puis c'est bien qu'on le mentionne dès le début parce que je pense que les gens sont encore dans ce mindset, ce vieux mindset de qu'est-ce que ça veut dire soins palliatifs. Je pense que c'est une bonne idée de clarifier ça. Il ne faut pas avoir peur.
Et les gens ont cette pensée magique que si on pense à la mort ou on le planifie pour la mort, ça veut dire que la mort va arriver. En fait, ça a été montré que non seulement c'est pas vrai, mais en fait, le contraire, les gens qui ont des accès aux soins palliatifs dès le début, en fait, font mieux pour ce qui est de la survie et, et pas avoir autant de symptômes et aussi avoir plus de soutien pour les proches aidants. Alors, c'est pas juste le soutien pour le patient, c'est le soutien pour les proches aidants et la famille. Oui, et on est très heureux qu'on a clarifié cette information aussi. Je veux sauter dans le sujet aujourd'hui. Alors, ma compréhension, c'est qu'au Canada, on a deux régimes pour le cannabis. Alors, on a la partie récréative et la partie médicinale aussi. Alors, c'est quoi la grande différence entre les deux? Est-ce qu'on peut clarifier là-dessus? Oui, alors c'est pas facile à faire parce que c'est très récent, et c'est compliqué. Alors, c'est toujours compliqué de façon non nécessaire, mais les complications sont arrivées à cause d'une bonne motivation, alors c'est ce que c'est. Mais essentiellement, on peut acheter des produits du cannabis, une variété de produits de dispensaires. Certaines ont des licences, d'autres non. Celles qui ont des licences, c'est de comprendre qu'un dispensaire, c'est souvent il y a une licence municipale parce que ça doit avoir une certaine distance de l'école et il doit avoir un nombre X d'alarmes à feu puis de sorties d'urgence. Alors, ça n'a rien à voir avec le produit comme tel. Il n'y a aucune licence de Santé Canada pour les dispensaires. Alors, par loi, ils n'ont pas le droit de donner des avis médicaux aux clients. Alors, on ne peut pas rentrer dans un dispensaire et présumer que les gens qui sont là ont des connaissances ou ont une réglementation et on ne peut pas présumer que les produits sont réglementés par Santé Canada, même si la plupart d'entre eux vont vendre des produits qui viennent de producteurs qui produisent aussi et qui ont des licences médicales. Alors, c'est vraiment très mélangé. Alors, euh, pendant longtemps, ces dispensaires-là ont des gens très bien informés et d'autres n'ont aucune idée. Alors, c'est un peu dangereux. Alors, si vous voulez avoir le meilleur produit de la meilleure qualité, il faut aller à un producteur en ligne qui a une licence ou, par exemple, Pharmaprix ont une façon en ligne d'acheter les produits, mais eux les achètent des producteurs licenciés par Santé Canada. Euh, euh, alors, il n'y a pas juste un fournisseur, ils ont différentes sources. Euh, alors, les producteurs approuvés par Santé Canada doivent avoir leurs produits inspectés et ils sont testés pour des résidus de pesticides, mais aussi la présence de moisissures. Alors, ce qu'il y a sur l'étiquette va aussi être ce qu'il y a dans le produit. Ils testent les produits. Alors, des fois, c'est pas exact, c'est un champ d'activité. Mais dans un dispensaire où on rentre en pignon sur rue, des fois, ça n'a aucune relation avec les produits. Il n'y a pas de façon de tester ou de réglementation. Alors, c'est très intéressant. Puis, ce que je comprends, c'est que chaque province a différentes façons de réglementer. Par exemple, au Québec, on ne peut pas donner des recommandations, on peut juste vous donner ce que vous demandez. Alors, même si vous demandez avec des symptômes, ils ne sont pas capables de vous donner. Oui, ça, c'est une loi fédérale, ça n'a rien à voir avec le Québec. C'est pareil à travers le Canada. Alors, peu importe où vous êtes au Canada, c'est une loi fédérale à travers le pays. Alors, c'est quoi les raisons pour lesquelles les gens seraient intéressés à utiliser le cannabis pour les aider avec les traitements oncologiques? En fait, on a fait une étude là-dessus. On peut en parler de façon anecdotique, mais il n'y a pas de meilleure façon que de faire une vraie étude. Mais avant d'avoir la légalisation récréative, on a envoyé un questionnaire et tout le monde qui était à BC Cancer, on a 6 centres, c'était un mercredi.
une semaine où on n'avait pas de jour férié, c'était juste un mercredi normal, puis on a envoyé une lettre à toutes les personnes qui avaient un rendez-vous ce jour-là. Je pense qu'il y avait 3000 envois. On a eu plus de 800 répliques. Puis ça, c'est très bon quand on pense que 30% de la population ne parle pas anglais, puis il y a quand même d'autres gens où les adresses n'étaient pas bonnes ou n'étaient pas à jour. Alors, on a à peu près un taux de réponse de 50% pour les gens qui ont reçu le questionnaire, ce qui est en fait exceptionnellement bon pour un questionnaire. Et les gens qui ont envoyé le questionnaire, ils ont dit qu'ils prenaient pour une variété de symptômes: la douleur, stimulation de l'appétit, la gestion de la nausée, l'anxiété aussi très commun, et perturbation du sommeil. Certaines personnes le prenaient pour la dépression aussi. Alors pour ce qui est des symptômes, ça c'est les symptômes qui étaient les plus proéminents. Et on a été surpris combien de patients le prenaient avec l'objectif d'essayer de guérir le cancer. Puis en fait, on a été un peu alarmé par ça parce qu'il n'y a aucune preuve que ça peut faire ça. Il y a eu des recherches sur in vitro, mais pour les humains, il y a juste une étude, très petite étude, avec un cancer neurologique en combinaison avec une thérapie standard. Et ça a montré un potentiel, un signal, mais c'est pas soutenu par d'autres études. Puis c'est pas que les études ont été faites et que ça n'a pas montré de résultats, c'est qu'il n'y a pas d'études. Vous mentionnez un point intéressant. Des fois, on a beaucoup de questions sur savoir c'est quoi l'efficacité pour les symptômes. Ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches disponibles ou des recherches robustes pour prouver l'efficacité de l'utilisation pour les symptômes tels que mentionnés. Oui, alors il y a eu des études où on regarde des produits synthétiques. Il y en a un qui s'appelle Napolon et Marinol. Marinol a été en fait retiré du marché. Ça, c'est un des traitements qui a été bien étudié, mais Marinol et Nabolon, c'est des analogues THC synthétiques. Alors, c'est pas comme la plante médicinale complète avec les cannabinoïdes et les non-cannabinoïdes qu'on reçoit de la plante. Euh, il y a aussi un spray qui va à l'intérieur de la bouche qui s'appelle Sativex. Sativex, et ça, c'est un alcool, un mix, et c'est au THC, au CBD, une huile cannabinoïde. Et ça, on rentre dans la bouche en spray pendant tous les 6 heures. Et c'est un bon produit, mais c'est non disponible parce que la prescription, c'est 700 $. Alors, si on veut juste l'essayer, c'est une grosse dépense. Mais cela étant dit, il y a eu de la recherche avec Sativex et en fait, c'est approuvé par Santé Canada pour 2 utilisations dans le cancer. C'est approuvé pour la douleur sévère, pas juste en cancer, mais aussi les douleurs en sclérose en plaques et douleurs lombaires. Et Nabolone a été approuvé pour la gestion des nausées causées par la chimio ou la radiothérapie. C'est aussi approuvé dans le VIH pour les gens qui ont de la misère à garder de poids. Mais on ne voit pas ça très souvent ces jours-ci parce que les antirétroviraux sont tellement bons. Alors ça, c'est les grosses raisons pour la recherche en ce moment, ou les choses qu'on recherche en ce moment, où on fait des études. Mais les gens qui peuvent se payer les produits qu'on peut s'acheter, c'est les produits non étudiés. Alors on extrapole les résultats de ces 3 produits-là pour dire qu'ils s'appliquent probablement avec les huiles de cannabis, mais on n'a pas vu de résultats. Alors, tranquillement, on commence à en voir et mon étude va être un gros contributeur à ça parce que on utilise des huiles qu'on peut acheter au Canada ou quelque chose de très similaire et on étudie les symptômes en patients en cancérologie.
Alors, votre recherche est vraiment... Et pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est quoi les questions que vous essayez de répondre avec votre recherche? Ça serait très intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les derniers projets de recherche en cannabis. Alors, on va faire des études sur l'huile de cannabis, qui est vraiment idéale. Alors, inhaler quelque chose qui n'est pas de l'air, c'est pas une bonne idée. Alors, non inhaler. Alors, quand on a des choses comme des gummies ou des choses qu'on mange, ça prend du temps à prendre l'effet. Les effets durent très longtemps. Alors, pour pouvoir faire de l'ajustement ou de la titration pour trouver une dose idéale, ça peut prendre des semaines à faire ces ajustements-là. Versus de l'huile en dessous de la langue, ça va directement dans le sang. Euh, Sans passer par le foie qui va retirer beaucoup du produit et ça va directement dans la circulation. Alors on commence à sentir l'effet souvent à l'intérieur de 30 minutes, 1 heure, 2 heures certainement. Et ça nous permet de faire une titration rapide. Alors l'étude qu'on a fait a 4 produits. Un, c'est une variété haute en THC, un peu comme Marinol Tanolone. Une autre, c'est une variété au CBD, qu'on n'a pas un équivalent, qui a une licence en ce moment au Canada. Il y en a une qui s'appelle Alex, qui est aux États-Unis en ce moment, qui est approuvée pour l'épilepsie chez les enfants Epidiolex. Et il y en a un qui est un mix 1 pour 1. Alors, c'est le même mix que Sativex. Alors, ça, c'est les 3 huiles. Et il y a une huile placebo qui est juste une triglycéride à chaîne moyenne. Et parce que c'est des produits de très haute qualité, beaucoup des chlorophylles ont été retirés. Alors, il n'y a pas de goût ou d'odeur. Alors, on trouvait que les patients ne pouvaient pas déterminer la différence entre les produits en le sentant. La seule façon qu'ils peuvent voir la différence, c'est par absence d'effet. Alors, le blinding a été très bon. Alors, l'aveuglement a été très bon dans l'étude. Fantastique. Alors, qui serait éligible pour cette recherche-là et où est-ce que la recherche est faite en ce moment? L'éligibilité, c'est les gens qui ont un cancer ou des complications d'un traitement contre le cancer. Ils doivent être stables, alors pas sur le point de commencer une radiothérapie ou la chimiothérapie où ils vont peut-être avoir de la douleur ou vomir. On doit avoir des gens qui ont une stabilité parce que c'est une étude croisée des 4. Alors, ils ont 4 jours par cycle, 4 de une huile, 4 jours d'une autre huile, 4 jours d'une autre huile, et ils sont mis aléatoirement. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'on switch. Alors, c'est 4 jours, 16 jours au total par cycle, et vous pouvez avoir une opportunité d'avoir un deuxième, troisième cycle. Le premier cycle, on doit augmenter la dose tranquillement jusqu'à temps qu'on arrive à dose maximale ou dire ah, c'est bon, ça marche. Ou ça peut être oh non, j'aime pas ça et on arrête. Alors, effets secondaires, thérapeutique, efficacité ou dose maximale. Pour les 2, 3e cycles, on n'est pas obligé de titrer. On peut juste commencer directement à la dose où on veut dans le premier cycle. Alors, en fait, on a donc 12 jours de traitement par cycle, mais séparés à travers les 3 cycles, au lieu d'être 12, 12, 12 sur chacune des huiles. Et la raison, c'est que dans les études croisées, on a les variations naturelles à travers les jours. Alors, l'idée de le séparer comme ça, c'est que ça soit aussi similaire que possible à travers les périodes de traitement. Comme ça, s'il y a des changements de symptômes, ça va être dû au produit, puis pas juste aux variations normales. Alors, je sais que... Est-ce qu'il y a d'autres sites? Je sais BC Cancer et d'autres sites, mais comment est-ce que les gens peuvent demander s'ils sont éligibles? Oui, alors BCCA, Vancouver, Victoria et Prince George sont des participants et ils ont des gens sur les sites qui peuvent administrer l'étude. On peut faire l'étude virtuellement si nécessaire. On a juste besoin de faire le consentement par Zoom à travers une plateforme vidéo ou en personne, mais tout le reste peut être fait
Alors, on discrimine pas des gens qui sont loin sur des îles ou, tu sais, 15 km dans le bois. Tant que vous avez l'Internet, un téléphone, on peut le faire. Alors, ça, c'est en Colombie-Britannique. Et pour le reste du pays, de l'ouest vers l'est, alors, il y a Tom Baker à Calgary, ensuite Winnipeg, et ensuite en Ontario, on a Kingston, Ottawa et Lakeridge Health, qui est North York, Toronto Est. Et finalement, on a Santé Cannabis, qui est une clinique qui opère à Montréal, à côté du centre de cancérologie. Ça, c'est le plus récent. C'est un nouveau site. Oh, fantastique. C'est bon de savoir que c'est partout au Canada et que ça peut être accessible aux gens à travers le pays. Vous avez mentionné c'est quoi à peu près l'étude. Alors, une fois que les individus ont pris le cannabis, est-ce que il y a de la documentation qu'ils doivent compléter? De quoi est-ce que ça a l'air? Oui, alors on vérifie tous les résultats identifiés par les patients. Il n'y a pas de prise de sang, rien comme ça. Alors, les résultats sont entièrement déterminés par les rapports patients. Les patients doivent remplir un journal à tous les soirs s'ils le prennent pour un symptôme qui les dérange pendant le jour ou le matin s'ils prennent pour le sommeil. Et l'évaluation qu'ils doivent prendre sont très faciles. Il y a l'évaluation de symptômes Edmonton, puis ça, c'est une échelle de 0 à 10. La sévérité des symptômes, 0, c'est pas de symptômes, puis 10, c'est le pire symptôme qu'on peut s'imaginer. La plupart des gens, c'est à l'intérieur de ça. Alors, il y a aussi l'impression de changement, qui est une mesure primaire. Les patients doivent dire si, selon toute considération, est-ce que le bienfait versus effet secondaire et comment c'est facile à prendre, comment est-ce qu'eux ils sentent face à ça. La raison que j'aime ça, puis ça c'est unique pour notre étude parce que plusieurs personnes trouvent que le cannabis ou les cannabinoïdes aident pour plusieurs symptômes. Si on isole un symptôme, en fait, on manque un bienfait global. Peut-être les gens ont de la difficulté à dormir, mais peut-être que c'est à cause de l'anxiété ou à cause de la douleur. Alors, si on règle la douleur, ben, on améliore le sommeil et l'anxiété. Alors, on essaie de capturer ce bienfait global versus d'essayer de se concentrer sur un symptôme individuel. Parce qu'on a besoin de tellement de patients pour pouvoir faire ça. Et c'est tellement difficile de le faire quand c'est croisé. Alors, il faut vraiment faire des groupes parallèles pour des symptômes individuels. Alors, plein de gens ont juste du placebo, puis ça, c'est pas correct pour la plupart des gens. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on fait ça comme ça. Alors, ça prend à peu près 5 à 10 minutes par jour pour remplir la paperasse. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, il faut par contre le mettre dans le journal quand vous prenez le produit. Alors, on a des gens, on leur demande d'avoir le journal dans la boîte avec les produits. Alors, quand ils le prennent, ils doivent rentrer le temps, la date et si ça les aide ou non après. Fantastique. Peut-être des gens vont regarder ceci plus tard, mais quand est-ce qu'il y a une date de fermeture de l'étude? En ce moment, l'étude est ouverte. Euh, on a des périodes où ça a été fermé. On a eu des problèmes à cause de la COVID. On a dû fermer à certains sites juste parce on n'avait pas de personnel. Les gens étaient tirés vers le travail clinique. Alors, on a perdu beaucoup de temps. On a dû changer les produits parce que Santé Canada est un peu lent et on n'avait pas les permissions finales. Et malheureusement, c'est en même temps que la pandémie et Santé Canada était très occupé dans l'approbation des vaccins. Alors, la recherche sur le cannabis a été mise un peu plus bas dans la liste de priorités. Alors, on a perdu à peu près 1 an pour l'approbation. Alors, le temps où on a commencé, il nous restait seulement quelques mois avant la date de péremption des produits. Alors, on a dû fermer pour approuver des produits de remplacement qui venaient d'une compagnie différente. Alors, ça a été un problème. On est ouvert en ce moment. Cela étant dit, on a 4 bras, nausée, anxiété, sommeil et douleur.
Et la nausée, on veut la fermer. On attend la permission de santé juste parce que les patients, c'est trop pour eux. Même si on le sait qu'ils prennent beaucoup de cannabis pour la nausée, ils ne sont pas assez stables pour participer dans les essais cliniques. Alors, on va abandonner la nausée et la douleur. Le recrutement est tellement bon qu'on doit faire notre analyse intérim au point central. Et malheureusement, on a perdu notre statisticien. Elle a eu des problèmes, elle n'a pas pu le faire. Et c'est très spécialisé dans les statistiques. Alors, ça nous prend du temps à trouver une personne qui peut le faire, qui peut faire le travail statistique. Surtout, juste le timing n'est pas bon. Alors on a la partie douleur qui est on hold. Soit on va l'arrêter parce qu'on a déjà prouvé, ou on va la recommencer pour compléter le recrutement cible. Le sommeil, l'anxiété sont ouverts dans tous les sites. OK, fantastique, fantastique. Et on a vraiment hâte de voir la recherche lorsque ça va être fini. Je pense que tout le monde a très hâte en ce moment. Je veux juste changer de sujet, puis ça va être ma dernière question ici pour vous. Euh, Avec l'information qu'on a en ce moment, la recherche, votre expérience, c'est quoi les recommandations que vous auriez pour les patients en oncologie qui explorent l'utilisation de cannabis? Oui, alors, en fait, il y avait une question que tu m'as posée, j'ai pas pu répondre. Alors, c'est comment... alors, je dirigerai les gens vers le site web de BC Cancer, bccancer.ec.ca. Si vous allez à l'information aux patients, il y a une section qui s'appelle Gérer le cancer, Coping with Cancer, et il y a une page sur le cannabis. Il y a beaucoup d'informations. C'est beaucoup plus que ce que moi j'ai été capable de discuter aujourd'hui. Ça inclut comme une petite vidéo, des pages sur comment les accéder de producteurs approuvés. Et si vous regardez au bas de la page, il y a un lien vers l'étude. Alors, vous pouvez cliquer sur l'étude et dans ce site web-là, qui est en fait la fondation de BC Cancer Institute, il y a une page avec un bouton Contactez-nous, Contact Us, et il y a tous les critères d'inclusion, d'exclusion. Alors, si quelqu'un est intéressé à participer, s'ils veulent se rendre à ce site-là et cliquer sur Contactez-nous, et soit moi ou Elshani Shama, qui est notre assistant de recherche, va répondre aux gens ou les envoyer aux sites les plus proches. Oui, puis cela étant dit, si les gens ne sont pas certains, ils peuvent aussi nous contacter à Cancer Colorectal Canada. On peut les guider à travers le processus aussi. Et oui, et on l'a rendu aussi facile à trouver sur Google. Même si vous faites euh, utilisation de cannabis en cancérologie, ça va vous amener directement à cette page-là et vers l'étude. Ça s'appelle CAFCAR, c'est ça l'acronyme. Cannabis for Cancer Symptoms, CAFCARS. C'était la seule façon qu'on pouvait rendre quelque chose de prononçable, en fait. Et là, si on revient à la question ici, qui est sur mes recommandations. Alors, la première chose, c'est n'essayez pas de prendre du cannabis médical pour guérir le cancer. Il n'y a aucune évidence, c'est pas utile. Et il y a certaines évidences qui montrent que ça pourrait faire mal, surtout des gens sur la thérapie immunitaire, surtout les hautes doses de CBD. Le CBD pourrait, parce que c'est anti-inflammatoire, hein, ça pourrait en fait supprimer la réponse immunitaire que la thérapie immunitaire essaye de stimuler pour détruire les cellules cancéreuses. Alors, si vous n'êtes pas certain que votre thérapie est immunitaire, parce qu'il y en a qui sont ciblées, il y a aussi hormonal, il y a aussi immunitaire, vérifiez avec votre oncologue pour s'assurer que ce n'est pas une thérapie immunitaire. Si ce n'est pas immunitaire, allez-y. Commencez avec un mix 1 à 1 à cause des résultats de l'étude Sativex. Ça semble être optimal pour la douleur. Cela étant dit, on n'a aucune donnée sur la balance optimale pour les autres produits, d'autres symptômes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin de faire l'étude
parce qu'on ne sait pas c'est quoi la balance optimale pour la douleur, le sommeil, l'anxiété, et on ne sait pas si un pour un dans l'huile, c'est la même chose que 1 à 1 dans l'alcool. Alors, on doit faire ces études-là pour avoir les résultats. Tu sais, les gens pensent, ah, ils savent que ça marche, alors je vais juste le prendre. En fait, on n'a pas l'information dont on a besoin. J'encouragerais les gens de participer dans les études, notre étude, une autre étude si vous avez accès, parce qu'on a besoin désespérément de l'information. Oui, puis on a besoin de l'information pour les recommandations. Alors, tout ce qui est recommandé en traitement médical, c'est basé sur des essais cliniques. C'est comme ça qu'on fait du progrès dans les soins en cancer. Oui, puis malheureusement, avec le cannabis médical, on n'a juste pas les données encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de données. On a beaucoup de données anecdotiques, mais c'est un peu le bœuf avant le chariot. Euh, tu sais, tous les patients peuvent, tu sais, c'est juste un agrégé, mais tous les individus sont un N de un, puis vous pouvez être votre propre N de un en faisant l'expérience vous-même, puis voir ce qui arrive. Alors, si vous faites ça, euh, parlez-en à votre médecin pour s'assurer qu'il soit au courant. Il y a des interactions médicamenteuses avec les cannabinoïdes, très peu qui sont significatives au point de vue clinique, mais il y a une drogue qui s'appelle clozapine, qui est un antipsychotique qui est très peu utilisé, mais il y a une interaction significative avec la clozapine. Il y en a d'autres où il y a des potentiels, surtout si vous êtes sur quelque chose où les taux sanguins sont critiques et ça doit être dans un champ très serré comme une transplantation ou certains médicaments, chimiothérapie, où on mesure en milligrammes par kilo. Si vous êtes à 30%, vous êtes sous-dosé et on n'a pas les effets, ou surdosé. Alors, il faut vraiment vérifier avec le pharmacien, l'oncologue, avant de faire ça, pour s'assurer que vous ne créez pas des problèmes de leur côté. Mais les plus grosses interactions sont très rares. La plupart des gens, c'est correct. Merci pour la recommandation et je vais terminer la conversation ici. Si les gens ont des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre à support@cancercolorectalcanada.com. Heureux de répondre aux questions et on va pouvoir aussi partager des liens pour avoir plus d'informations sur l'essai clinique en ce moment. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir pris le temps de nous parler et on a hâte de voir les résultats et pouvoir partager avec nos patients et nos membres de notre famille. Merci de m'avoir invité et gros merci à Cancer Colorectal Canada. Je sais qu'ils sont très intéressés et je suis très heureux qu'on puisse partager avec tout le monde à pays. Et je veux que les gens sachent que BC Cancer a beaucoup d'informations sur leur site web, sur le cannabis, sur l'oncologie. Peu importe où vous êtes, c'est pas tous les centres de cancérologie qui ont ce genre d'informations. Alors, je le recommande en tant que ressource générale, même pour les gens à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Merci beaucoup.